Bonjour à tous et merci d'être là malgré cette chaleur. On va parler d'un sujet très d'actualité, important, sérieux. Nous avons des grandes personnalités autour de cette table. Donc la question, c'est de savoir si la politique, à la question officielle, c'est la politique budgétaire et monétaire, une compatibilité impossible. Moi, j'ai envie de poser la question différemment. C'est est-ce que la politique monétaire, est-ce que les politiques monétaires, est-ce qu'elles sont devenues quelque part les otages de la politique budgétaire? Parce que vous connaissez tous les déficits, notamment de la France, mais il n'y a pas que. La situation en Allemagne est aussi difficile, la situation en Grande-Bretagne est aussi difficile. Je crois qu'il n'y a qu'en Irlande et dans les Pays-Bas, la situation est un peu plus calme. En tous les cas, c'était l'objet de notre discussion il y a quelques instants. Je vous présente d'abord les personnes autour de cette table. D'abord, évidemment, Jean-Paul Paulin, qui est le membre éminent du Cercle des économistes, qui sera avec nous, qui sera la vigie, qui va introduire les débats. À ses côtés, c'est le président de la banque, de la Bundesbank, Joachim Nagel, sorry for the pronunciation. À vos côtés, c'est le gouverneur de la Banque de Grande-Bretagne, Andrew Bailey. À ses côtés, Éric Lombard, l'ancien ministre de l'économie et des finances. Et puis, aux côtés d'Éric Lombard, aussi quelqu'un qui a été vice-premier ministre des Pays-Bas, c'est Karen van Gennep. Is that correct? Karine, voilà. Donc, j'ai envie de dire, on a les personnalités sérieuses sur la droite, sur la gauche, puis au milieu, on a les gens qui ont dépensé, n'est-ce pas, Éric Lombard? Et puis, vous avez aussi, évidemment, Gabriel Makhlouf, qui est gouverneur de la Banque d'Irlande, qui est, je crois, vous êtes tous très francophones, mais vous allez vous exprimer en anglais. Moi, je me parle en français, parce que c'est la règle ici du Cercle des économistes. Vous pouvez prendre, si vous le voulez, de quoi un casque de traduction. Mais en tous les cas, on va essayer de répondre à cette question. Ça sera intéressant aussi ensuite de le replacer dans les contextes politiques que nous connaissons et que nous traversons en ce moment en Europe. Jean-Paul Paulin, je vous laisse introduire les débats. Merci Edwige. Alors, nous allons traiter cet après-midi d'un sujet plus pratique, plus technique que ceux qui ont été évoqués dans d'autres sessions. Nous allons vous parler d'un monde qui n'est pas sans repère et d'un monde qui a même des instruments pour essayer d'y vivre. En gros, nous allons parler de l'articulation entre les politiques dites de régulation conjoncturelle, les politiques macroéconomiques. Plus particulièrement, nous allons parler de la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire, qui est une question aujourd'hui en fait cruciale, qui pose effectivement des questions institutionnelles importantes, dont celle que vient de décrire ou à laquelle Edwige vient de faire allusion, c'est-à-dire ce rapport entre les deux politiques dont l'une peut vouloir prendre le dessus sur l'autre. Alors, il est clair que ces deux politiques sont manifestement interdépendantes. Lorsque la politique monétaire monte ses taux d'intérêt, eh bien, cela devient plus coûteux pour l'État. Le coût de la dette publique est plus élevé et évidemment, ça rejaillit sur l'équilibre budgétaire. Et vous pouvez imaginer des exemples dans l'autre sens. Donc, si elles sont interdépendantes, logiquement, elles devraient essayer de se coordonner si l'on veut maximiser l'efficience ou simplement la cohérence de la politique conjoncturelle d'ensemble. Or, ceci est compliqué parce qu'on sait que désormais les banques centrales sont indépendantes et les banques centrales sont entre les mains de la politique qui est en cours. Donc, comment fait-on pour coordonner? Il est possible, si on ne le fait pas, qu'une politique brise les objectifs de l'autre et là aussi réciproquement. Alors, c'est vrai que ce problème ne se pose pas dans tous les cas de figure. Si je prends le cas les plus fréquents jusqu'à présent, qui étaient jusqu'à il y a une vingtaine d'années, mettons,
on avait ce qu'on appelle des chocs de demande, c'est-à-dire, mettons, des récessions, insuffisance de la demande, ou au contraire des surchauffes de l'activité économique. Et dans ce cas, la politique monétaire et la politique budgétaire peuvent être complémentaires. Donc, il n'y a pas de problème, et c'est un peu dans ce monde-là qu'on avait. Aujourd'hui, au contraire, on a assisté à une succession de ce qu'on appelle des chocs d'offres, c'est-à-dire des chocs qui concernent les coûts de production. On pense évidemment au Covid, par exemple, qui à la fois a conduit à un confinement et puis ensuite à une désorganisation totale des chaînes de valeur qui s'est traduite par des augmentations de prix. On parle évidemment des conflits armés aujourd'hui qui conduisent à des augmentations de prix de matières premières. Dans ce cas, la politique monétaire, en fait, ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, la politique budgétaire peut prendre le dessus parce qu'on peut agir plus rapidement, parce qu'on peut mieux cibler, etc. Alors que la politique monétaire, elle, va être plus lente. Du coup, l'idée, c'est évidemment de mettre en avant la politique budgétaire et demander à la politique monétaire d'accompagner ce que fait la politique budgétaire, ce qu'on appelle la dominance budgétaire. Et donc, c'est ce que voulait dire tout à l'heure Edwige en disant peut-être que les politiques monétaires peuvent prendre le dessus sur les politiques monétaires et donc remettre en cause leur indépendance. D'ailleurs, on assiste aujourd'hui à dans un ensemble de pays des contestations de l'indépendance des banques centrales qui a été obtenue, et c'est vraiment un grand progrès, qui a été obtenu à la force du poignet. Donc, comment faire dans ce cas-là? Eh bien, c'est en gros ce que je viens de dire. Il faut qu'il y ait une sorte de suivisme de la politique monétaire par rapport à la politique budgétaire, et ça ne se fait pas sans mal. Alors, voilà, ça c'est un premier problème, mais il y a un problème encore un peu plus compliqué, qui touche cette fois-ci la zone euro principalement, voire uniquement, c'est qu'on a dans la zone euro une politique monétaire, celle de la BCE, qui se trouve face à 21 politiques budgétaires qui peuvent aller dans des directions très différentes sous l'influence de chocs budgétaires qui sont eux-mêmes très dissemblables. Dans ces conditions, que faire? Dans une zone qui, les économistes disent, c'est une zone monétaire qui n'est pas optimale, c'est-à-dire dans laquelle c'est difficile d'avoir une seule monnaie, et qui, de surcroît, n'a pas de budget fédéral. Le budget fédéral de la zone euro est insignifiant, on va dire, en tout cas très, très faible, à la différence, par exemple, de ce que l'on observe aux États-Unis. Donc, que faire pour arriver à coordonner dans ce cas une politique monétaire avec 21 politiques budgétaires? Question. Il est vrai que durant toute cette période, il y a eu, lorsqu'il y avait des crises et lorsque certains pays se trouvaient en difficulté, un certain nombre d'arrangements. C'est-à-dire, il y a eu par exemple le mécanisme de stabilité et de résilience. Il y a aujourd'hui le fameux programme Next Generation, ou New Generation plutôt, EU, qui sont des programmes destinés au fond à faire de la répartition, de la redistribution entre les pays. Alors ça, sans doute c'est en partie une bonne chose, mais est-ce que ça n'est pas une incitation pour certains pays à faire plus mal en termes de politique budgétaire? Et il y a manifestement un problème de budget fédéral qui n'a pas pu être réglé par ce qui avait été convenu à Maastricht, durant lequel
il y avait eu un pacte de stabilité et de croissance qui finalement n'a pas été toujours appliqué et qui aujourd'hui manque de crédibilité. Voilà ce que je voulais dire pour introduire ces débats. Merci beaucoup Jean-Paul Paulin, comme ça vous avez bien fixé le point de départ de cette discussion. On va faire maintenant un tour de piste. Je vais demander à chacun de répondre à cette question, parce que la question elle a été très bien posée. Et puis après, évidemment, on va rebondir en disant qu'est-ce qu'on peut faire, puisque effectivement, il y a une politique monétaire face à 21 politiques budgétaires, et puis sachant qu'il y a un cas un peu particulier, qui est celle de la Grande-Bretagne. Joachim Nagel, président de la Bundesbank, merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. Vous savez qu'en France, la Bundesbank a toujours été vous avez incarné la rigueur, vous incarnez la rigueur, même si aujourd'hui, chez vous, il y a une politique budgétaire qui est un peu plus, j'ose pas dire laxiste, ça c'est peut-être pour la France, mais une politique budgétaire qui en tous les cas est plus assouplie. Ma question, c'est d'abord, est-ce que vous ressentez cette poussée contre l'indépendance des banques centrales ? So thank you very much for this question. Merci beaucoup pour cette question. D'abord, merci beaucoup d'être ici dans cette salle alors qu'il fait très chaud, un après-midi très chaud. C'est la même température à Francfort où la Bundesbank est basée. La semaine dernière, on avait 41. C'était un peu moins chaud ici qu'à Francfort. Mais quoi qu'il en soit, je vais être assez bref ici dans ma réponse. Je crois que nous devons... Il y a des principes de séparation. Ce que l'on fait au Conseil de gouvernance au niveau de la politique monétaire, c'est notre mandat, c'est la stabilité des prix. Donc, je n'ai jamais senti de pression. Je suis le président de la Bundesbank depuis 4 ans maintenant. Je n'ai jamais senti de pression que des États soient venus me voir en me demandant d'accorder des taux inférieurs, etc. Non. Je pense qu'il est assez clair de ce qu'est notre mandat et tout ce que l'on fait. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que je crois qu'il est bien compris que tout ce que l'on fait au Conseil de gouvernance, c'est de la politique monétaire. Tous les instruments que l'on a créés pour faire face à la crise financière, tout a à voir avec notre mandat, la stabilité des prix. Donc, il y a une mauvaise perception que l'un ou l'autre des instruments donne l'occasion d'accorder des taux pour les uns ou l'autre. Non, ce n'est pas le cas. Ce que l'on fait au Conseil de gouvernance, c'est la politique monétaire. Donc, on peut penser à la situation actuelle où nous sommes confrontés avec un choc de l'offre. Donc, on peut trouver des interactions entre les politiques monétaires et les politiques fiscales. Les politiques monétaires, avec le choc de l'offre, donc il faut travailler à la stabilisation des prix. Et sur le plan fiscal, eh bien, c'est justement, il faut qu'on stabilise l'output. Là, on peut trouver des interactions entre les politiques fiscales et monétaires. Mais lorsque l'on conduit des politiques au Conseil de gouvernance monétaire, il ne s'agit pas du pays d'où l'on vient, il s'agit de la zone euro au complet. Et ce qu'on a réussi dans le système européen au cours des 25 dernières années, les résultats sont bons. On est à 2%, près de cible de 2%. Et tout le travail que l'on a fait au Conseil, à mon avis, c'était un succès pour l'Europe. Et c'est le mieux que l'on peut faire pour chaque pays dans l'eurozone, c'est de ramener les prix à la cible. Il faut peut-être faire évoluer le mandat de la Banque centrale européenne. Est-ce qu'il faut élargir l'horizon de vos objectifs? Mais d'abord, on va continuer notre tour de piste. On va se tourner vers le gouverneur de la Banque de Grande-Bretagne, parce que de la Banque d'Angleterre, situation un peu particulière par rapport à la zone euro. On vient de fêter ou de célébrer ou de commémorer, comme vous le voulez, le Brexit. C'est une situation donc un peu différente de la nôtre. Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question sur cette compatibilité entre politique budgétaire et politique monétaire?
Well, thank you. And can I first... Merci. D'abord, je devrais dire que c'est un plaisir d'être ici à cette conférence, de revenir ici à Aix. C'est un événement unique, il n'y a rien comme cela en Angleterre et c'est un plaisir d'être là. Donc, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les politiques monétaires et maintenant, je vais peut-être essayer de développer là-dessus. Ma réponse. Alors, j'aimerais souligner 3 points. Pourquoi est-ce que la situation est difficile? Et je pense qu'il y a 3 domaines qui font que c'est difficile. D'abord, je pense que tout un chacun ici ont eu des taux de croissance ralentis depuis les 15-20 ans, par exemple, depuis la crise financière. Et au Royaume-Uni, le taux de croissance est passé de 2,5 à 1,5% par année. Le taux de croissance, donc ça fait une grosse différence en termes de politique fiscale et en termes de politique monétaire également. Et la raison pour laquelle, c'est qu'on a une faible croissance de la productivité. Et ça affecte le niveau de vie. Et c'est ce qui est difficile. Et en deuxième lieu, vous avez dit très justement, on a une série de chocs de l'offre, le Covid, l'Ukraine et le Moyen-Orient récemment. Et on n'a pas eu d'écart entre eux, c'est-à-dire ou de temps. Donc ça rend la réponse plus difficile. C'est difficile d'avoir des politiques cycliques parce qu'on n'a pas de cycle finalement, donc on ne peut pas agir sur les cycles. Et donc, la troisième chose, c'est qu'on a des questions structurelles, surtout en termes de politique fiscale. D'abord, on a des populations qui gagnent en âge, on a le problème de la défense également, donc la guerre froide c'est fini, ça a changé complètement et on a le problème du changement climatique, ce qu'il faut faire. Et s'il y avait un seul cas, on pensait qu'on aurait vraiment un vent au contraire qui est très difficile. Il y a 3 choses auxquelles nous sommes confrontés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? 2 choses que je dirais qu'il faut faire. Je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup mieux à expliquer au public la situation, expliquer la difficulté auxquelles nous sommes confrontés. Deuxièmement, nous devons avoir des politiques de croissance parce que si on augmente le taux de croissance, c'est la meilleure façon de s'en sortir. Ce n'est pas facile au Royaume-Uni. Il y a de nombreux gouvernements qui travaillent là-dessus depuis longtemps, mais ça ne se passe pas rapidement. Il faut vraiment continuer et être très déterminé parce qu'il n'y a aucune question à se poser. C'est la meilleure façon de s'en sortir ici. Merci beaucoup. J'ai des questions à vous poser, mais on va continuer le tour de table. Avec vous, Éric Lombard, donc ancien ministre de l'économie et des finances. Vous êtes plutôt du côté de la politique budgétaire, évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois, lorsque vous étiez en fonction, il y avait une sorte d'incompatibilité entre la politique budgétaire, les besoins qu'avait la France, notamment après différents chocs géopolitiques, crise du Covid, etc. Ou est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait cette politique monétaire qui soit, entre guillemets, relativement stricte? Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Comme je suis un réaliste, j'ai bien compris que le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix et que donc on doit gérer nos problèmes budgétaires de notre côté. Mais je dois reconnaître que cette question, elle fait rêver et j'aimerais vous conduire dans une expérience de pensée un peu originale. Supposons que nous soyons anglais, si le gouverneur Andrew Bailey le permet. Si nous étions anglais, sans forcément parler la merveilleuse langue de Shakespeare, nous aurions cette année une inflation de 3%. Alors je vois mon ami le gouverneur Emmanuel Moulin défaillir. C'est une expérience de pensée, simplement. Et si nous avions une inflation de 3%, pour avoir fait 2 budgets en réalité dans un moment d'inflation basse, ça aiderait prodigieusement d'accélérer le rétablissement de nos comptes. Parce que même si ça arrive lentement dans le débat, on sait bien que les éléments de désindexation, pardon du gros mot, d'une partie, par exemple, des pensions, pour les pensions les plus élevées, ou pour un certain nombre de barèmes, sont un levier puissant, sans aller jusqu'à l'année blanche qui toucherait tout le monde, mais qui est aussi dans le débat. C'est un élément puissant de rétablissement de nos comptes. Et l'année blanche, elle est d'autant plus productive que l'inflation est élevée. Cela dit, si nous étions britanniques, d'abord nous devrions boire beaucoup plus de thé, ce qui pour moi est désagréable, mais on pourrait s'habituer. Mais nous aurions par ailleurs un coût de refinancement, le gilt, qui hier soir était à 4,82% sur le 10 ans.
alors que l'OAT était à 3,66. Et ça, quand on doit émettre 310 milliards d'euros de nouvelles dettes cette année, pas cette semaine, heureusement, cette année, ça compense quand même l'avantage précédent. Donc, je termine cette expérience de pensée, qui j'espère n'a pas été trop douloureuse pour vous. Il est clair que quand on est en situation budgétaire difficile, un peu d'inflation aide. Il est clair que ça n'est pas le mandat de la Banque Centrale Européenne, et c'est ce que nous avons voté, et ce à quoi nous devons nous conformer. Quelques réflexions pour terminer. Dans la phase, pendant les années 90, quand on préparait l'avènement de l'euro, qui a eu lieu, comme vous le savez, en 2000, nous savions, et je veux citer le très grand économiste, le regretté Daniel Cohen, qu'une zone unique regroupant 21 pays n'était pas du tout adaptée pour gérer un choc asymétrique ne touchant qu'un seul pays. Ce choc pouvant être aussi bien l'unification, même si elle a eu lieu un peu avant, ou pouvant être ce qui a frappé la Grèce avant la grande crise financière. Nous le savons, et c'est exactement la situation dans laquelle est la France. Et ce qui est rageant, c'est que nous le sommes par nos propres décisions de gestion. Parce qu'après le Covid, la plupart des pays européens avaient fait des politiques accommodantes et la Banque centrale avait quand même été elle-même accommodante avec des mesures de soutien qui ont été extrêmement utiles. Simplement, nous n'avons pas redressé nos comptes en même temps que les autres. Et nous nous retrouvons dans une situation très inconfortable. Je ne vais pas vous refaire le pitch que vous connaissez par cœur de nos situations budgétaires, mais cette année encore, probablement un peu plus de 5% de déficit, ce qui n'est pas tenable dans la durée. 117% de dette sur PIB avec le niveau de taux d'intérêt que nous avons, ça n'est pas soutenable. Et donc, nous allons devoir, dans des situations politiques qui sans doute vont être tout à fait riantes et apaisées l'année prochaine, avoir 5 ans d'ajustement, alors que la politique monétaire ne va pas pouvoir nous aider. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. En tout cas, je ne veux pas laisser la porte ouverte au rêve là-dessus. La bonne nouvelle, juste pour terminer, c'est que l'ajustement que nous devons faire pour arriver en 5 ans au-dessous de 3%, ça n'est pas non plus un ajustement si douloureux, mais ce n'est pas l'objet du débat. Il s'agit simplement de gérer avec un peu plus d'équilibre et un peu plus de rigueur que ce que nous avons fait. Et ça va faire l'objet évidemment d'un autre débat que celui que nous avons ici. Mais j'espère que ce sera un des débats importants de la présidentielle. Parce que s'il n'y a pas un consensus pour ce redressement, là pour le coup notre situation qui aujourd'hui est sérieuse peut devenir plus embêtante. Merci Éric Lombard, ça sera certainement une question. Je voudrais un instant poursuivre votre rêve, parce que Andrew Bailey a dit juste avant, il faut une politique monétaire qui favorise la croissance. Est-ce que ça peut faire partie de votre rêve, Éric Lombard? Une politique budgétaire qui favorise la croissance... Non, une politique monétaire, j'ai dit. Oui, c'est un lapsus d'oreille, parce qu'on n'en a plus les moyens. Bien sûr, mais aujourd'hui, ce qui favorise la croissance, je crois qu'il faut se le dire entre Français, et pardon pour mes anciens collègues et toujours amis non français, le redressement de nos comptes va favoriser la croissance. Parce que le redressement de nos comptes va réduire notre coût de financement. Je rappelle que le spread avec l'Allemagne, avec le Bund, est de 75 centimes en ce moment, ce qui est quand même beaucoup. Et une partie de nos difficultés économiques vient dans le manque de confiance des acteurs économiques. Oui. Et quand cette confiance est rétablie, ça part très vite. Alors, pardon, je vais faire un petit peu de plaidoyer pro-domo, mais le dernier trimestre où nous étions en fonction, après avoir fait une année 2025 de redressement très vigoureux de notre déficit, on est passé de 5,8 à 5,1, la croissance trimestrielle a été de 0,5. Donc, la prévisibilité d'une politique budgétaire, c'est ce que nous pouvons faire le mieux pour soutenir la croissance. Merci beaucoup de cette précision, de ce rêve. Karen Van Gennep, vous avez été... Oh, sorry. Can I just correct? I didn't say monetary policy. Je n'ai pas dit que la politique monétaire devait soutenir la croissance. J'ai dit qu'il faut avoir des politiques qui soutiennent la croissance. Sinon, tous nos emplois deviennent beaucoup plus difficiles. Sorry. Ce que j'aimerais dire très rapidement, c'est que
On a fait beaucoup de recherches qui disent que le mieux que vous puissiez faire quand vous faites la politique monétaire, c'est d'atteindre une stabilité des prix. C'est le prérequis pour la croissance. Juste pour revenir à votre point, lorsque vous changez votre objectif de passer de 2 à 3, là vous allez perdre de la confiance. Vous vous dites, vous n'êtes pas content, on n'arrive pas, donc on va passer à 3%. Ça, c'est un message qui est dangereux et cela va reprendre les attentes concernant l'inflation. Donc c'est dangereux. Donc il faut rester sur le même objectif qui a bien fonctionné. C'est ce que nous pouvons faire de mieux pour avoir une finance stable en Europe. C'est une expérience de pensée à des fins pédagogiques. D'accord, ok. À vous, Karen Van Gennep. Alors, vous, ce qui est intéressant, vous avez été vice-premier ministre des Pays-Bas, mais vous avez travaillé dans le privé, vous avez été ministre du Travail. Et donc, en fait, ce qui vous intéresse aussi par rapport à cette question, à ce débat, c'est l'impact que peut avoir ces politiques monétaires sur le citoyen, sur vous, sur nous. Et c'est là-dessus que c'est l'angle que vous avez choisi pour répondre à cette question d'incompatibilité ou de compatibilité. Oui, donc merci pour l'invitation d'être ici encore une fois. Et oui, il fait chaud. Je vais répondre en anglais. And yes. Oui. Mais vous parlez très bien français. OK. As a Dutch, I would also... En tant que néerlandais, j'adore parler de l'argent. Bien sûr, j'adore parler de l'argent. Cela fait partie de mon DNA. Donc, on va parler de la compétitivité et les vrais défis qui confrontent l'Europe aujourd'hui. Donc, les réformes gouvernementales, les réformes sociales et économiques, les politiques monétaires, selon moi, cela marche très très bien. Donc, il ne faut pas y toucher. En fait, c'est les réformes nationales économiques qui sont en stagnation. Les investissements qui stagnent également. Et je crois vraiment que les politiques monétaires ne peuvent pas corriger des politiques budgétaires insuffisantes. S'il n'y a pas de réforme économique, il n'y a pas de nouveaux contrats sociaux, vous avez politique monétaire pour aborder les chocs à court terme, mais pour les réformes à long terme, c'est au gouvernement et ils ont politique de les faire. Je ne sais pas si vous avez parlé à M. Draghi récemment. Il a du vapeur qui sort de ses oreilles, apparemment. Il est tellement impatient. Il a fait une analyse excellente de ce que nous devons atteindre et nous ne le faisons pas. Si vous regardez notre situation actuelle, ce ne concerne pas la croissance économique que nous devons atteindre. Si nous ne le faisons pas, notre prospérité, notre indépendance sont en jeu. De plus, comme disait Andrew, nous sommes face à plusieurs défis en même temps. La défense et la sécurité au niveau géopolitique, l'instabilité géopolitique, c'est la migration, plus le vieillissement de la population, ça c'est des questions démographiques, et bien sûr c'est le climat. Ça c'est notre planète épuisée. De plus, nous sommes face à un projet européen qui n'est pas encore terminé. Nous n'avons pas vraiment terminé notre marché interne. Il existe encore des barrières internes. Nous n'avons pas non plus fini le marché financier. Si nous l'avions fait, on serait beaucoup mieux placé actuellement. Donc nous avons besoin d'un investissement massif dans la croissance et surtout dans la défense, puisque cela va améliorer notre stabilité géopolitique. Nous avons besoin des marchés financiers et on a besoin de politique industrielle. On doit faire quelque chose, les réformes de nos marchés énergétiques. Ça, c'est également une opportunité pour l'Europe. Ce n'est pas seulement les prix du pétrole, c'est le prix de l'essence. Il s'agit d'investir dans de l'énergie soutenable et abordable. Ça, c'est une opportunité pour l'Europe. Mais si on regarde dans le miroir, est-ce que nous sommes vraiment en train de faire quelque chose dans ce domaine, pays par pays? Nous avons nos plans Draghi. Est-ce que nous sommes en train de les mettre en œuvre? Est-ce que nous avons une coopération transfrontalière? Est-ce que nous construisons ces usines françaises et allemandes ou est-ce qu'on va le faire pays par pays? Est-ce qu'on travaille étroitement en tant qu'entreprise avec nos gouvernements? Là, encore une fois, il y a beaucoup de ponts à traverser. L'Europe, nous devons nous organiser. On aurait dû le faire hier. Et tout d'abord, cela concerne des dettes, des endettements très élevés du gouvernement. Pas seulement une hypothèque énorme pour l'avenir,
Nous sommes dans une planète épuisée aux générations futures. De plus, cela ne représente une part de plus en plus importante de nos dépenses gouvernementales, alors qu'on a besoin de cet argent pour investir dans l'avenir, que ce soit R&D et l'IA. Et avec cet endettement élevé des États, cela crée un déséquilibre en Europe dans les discussions monétaires pour pouvoir trouver un terrain commun. La deuxième chose dont on a besoin, c'est de réformer nos contrats sociaux. Pour trop longtemps, on a dit aux citoyens, vous avez un seul emploi dans une seule entreprise pour toute votre vie. Mais on doit parler de l'employabilité, de l'éducation tout au long de la vie. C'était d'investir dans les cinquantenaires, dans vos organismes pour avoir de nouvelles compétences avant qu'ils perdent leurs emplois à cause de l'IA. Et chaque pays doit effectuer ces réformes. En France, et le travail à temps partiel aux Pays-Bas, par exemple. Ainsi, on va pouvoir augmenter la taille de Camembert et ne pas le distribuer. On va pouvoir faire croître notre économie, investir dans la technologie et l'innovation et devenir plus intelligent. Au lieu de le laisser à des politiques monétaires, il faut régler les politiques budgétaires. Bien. Autre débat. Il faudra sans doute qu'on trouve aussi une solution et peut-être qu'on ressorte du placard le rapport Draghi. Parce que ça fait 2 ans qu'il a été rendu public, tout le monde s'est félicité, mais on voit bien qu'en tous les cas, pour l'instant, il n'est pas appliqué. Gabriel Makhlouf, donc gouverneur de la Banque d'Irlande, vous avez entendu vos collègues. En plus, c'est des collègues et des amis, parce que j'ai l'impression que vous passez votre vie ensemble. Vous étiez à Sintra, vous étiez à Bâle, vous vous voyez tout le temps. Est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous vous dites que finalement, il ne faut rien toucher à la politique monétaire telle qu'elle est définie aujourd'hui? Merci. Bonjour à vous toutes. Je m'excuse que je vais parler en anglais. Being the last speaker, étant le dernier orateur, c'est une bonne occasion finalement, c'est une chance. Parce que j'ai entendu tout le monde ici, donc je peux éviter de me répéter ou de répéter ce qu'ils ont dit, mais je vais peut-être revenir un peu sur ce que mes collègues ont dit. 2 choses. D'abord, la question, le titre de cette session finalement. Je pense que c'est la coordination entre les politiques monétaires et fiscales. Est-ce que c'est impossible? La réponse est non, c'est possible. Une preuve de cela, c'est que nous avons finalement pu maintenir la stabilité des prix au cours des 28 dernières années qu'on vit dans l'euro. Et avec l'euro, et la chose importante à se rappeler, c'est que, ou à réfléchir, c'est qu'il y a un seul cadre macroéconomique avec lequel on travaille. Et ce cadre macroéconomique a 2 composantes principales. Les politiques monétaires et les politiques budgétaires. Les politiques monétaires, c'est la stabilité. Et fiscale, pardon. L'objectif, c'est la durabilité. Alors, on est très clair. Les politiques monétaires que on doit assurer la stabilité des prix, 2% à moyen terme. C'est notre objectif. On est engagé à cela et je crois que tout le monde dans cette salle, tous et toutes qui écoutent, savent que nous sommes engagés à cela et que l'on va livrer. Les politiques fiscales, la responsabilité, c'est la durabilité. Dans la zone euro, on a le pacte de stabilité et de croissance tel qu'il a été revu il y a quelques années, dans sa version revue. Donc, ceci implique le même niveau d'engagement. Ceci implique que 21 pays s'engagent à travailler selon un jeu de règles de la même manière que la Banque centrale est engagée à délivrer par rapport à cette règle. Alors, moi, à ce moment-là, le cadre on obtient le cadre économique dont on a besoin pour travailler. Alors, je vais répéter ce que Joachim a dit il y a quelques minutes, c'est que la stabilité des prix, c'est la base pour la croissance économique. C'est le point de départ de la croissance économique. Et je crois que
à quel niveau vous voulez de la coordination. Je pense que ce qu'il vous faut, c'est de vous assurer que vous assurez la stabilité des prix et que la politique fiscale assure la durabilité et que les réformes structurelles, alors à ce moment-là, les réformes structurelles peuvent permettre de travailler sur la croissance, d'assurer la croissance. Donc, maintenant, je voudrais revenir sur ce que notre collègue hollandaise a dit et ce que dit Mario Draghi et nombre de personnes. Moi, je n'aime pas le fait que l'on parle de compétitivité. On devrait parler de productivité. On devrait parler d'améliorer le niveau de vie des citoyens européens. On devrait être moins obsédé à essayer de rattraper les États-Unis, par exemple, et beaucoup plus focalisé sur l'agenda positif qui existe en Europe pour, en fait, assurer une stabilité des prix que la BCE nous donne pour justement nous donner un meilleur niveau de vie. Et on devrait se concentrer là-dessus. Je pense que c'est une petite différence de tonalité, mais je crois que l'on était un peu trop obsédé par ce que d'autres font et ce que l'on devrait faire par rapport à ce que l'on devrait faire nous-mêmes. La question qu'on peut se poser, faire pour favoriser la croissance qui permettrait de créer des jobs, qui permettrait d'avoir cette compétitivité, cette productivité, non? C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Oui, c'est ça. But I mean, there are many things that we can do. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, mais en fait, il y a des réformes des retraites, par exemple, que l'on doit faire, parce qu'on va tous vivre plus longtemps. Bon, ben, pas tout le monde, mais nos enfants au moins. Non, on va vivre plus longtemps. Et il y a quelques années, on parlait tous des opportunités d'emploi provenant des technologies vertes, par exemple. On parlait tous et toutes de cela. Et ça a plus ou moins disparu des conversations. Et aujourd'hui, on parle de la défense. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels on peut travailler, beaucoup de choses qu'on peut faire. Et dans la session précédente, le président de l'Eurogroupe, Pierre Atakis, parlait de besoin de volonté politique. Du côté de la politique monétaire, je peux vous assurer que le Conseil de gouvernance a la volonté et la détermination de garantir 2 % d'inflation. Donc il nous faut la volonté politique pour justement permettre de livrer des réformes structurelles qui vont engendrer la croissance. Bon, Joachim Nagel. Karen? Bon, je pense qu'il faut être honnête. Le nombre des chocs d'offres, nous sommes responsables, surtout la résilience et l'agilité pour faire face à la prochaine crise. Mais ça revient aux réformes structurelles nécessaires. Et je vais poursuivre dans votre sens, c'est qu'on a tellement de choses qui nous arrivent en Europe. On tend à l'oublier. Et il faut qu'on fasse en sorte que le Draghi doit être mis en place finalement, la politique de croissance doit être mise en place. Mais on a beaucoup d'industries qui réussissent, les biotech, semi-conducteurs et tout ça. Non, bon, il y en a beaucoup et en plus on a le talent en Europe. On a une population saine qui est formée et qui peuvent nous apporter la stabilité dont on a besoin et la croissance dont on a besoin. C'est également le talon d'Achille. Si les politiques ne font pas leur boulot, eh bien à ce moment-là, élection après élection, évidemment, on va passer aux extrémismes. Donc, il faut écouter les gens, mais également, c'est notre force en Europe et on a beaucoup de choses qui vont dans notre sens en Europe. Vraiment, beaucoup de choses positives. Je peux me tourner vers vous, Joachim Nagel. D'abord, vous vouliez réagir, rebondir, et après, j'ai une question que je poserai aussi à votre collègue britannique. Yes, thank you very much. I would like to... Merci beaucoup. J'aimerais poursuivre dans ce qui a été dit. Bon, ce que Gabriel a dit. Moi, je l'ai déjà entendu dire ça. Bon, on parle trop de ce qui se passe de l'autre côté de l'étang. Il faudrait qu'on se concentre sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en Europe. Arrêtez de regarder ailleurs. Et j'ai une réunion avec Mario Draghi et je n'ai pas vu la vapeur sortir de ses oreilles, mais j'ai cru comprendre qu'il était très impatient sur ce qui se passe
à quel rythme on procède au changement. Moi, mon avis personnel, c'est qu'on doit nous réconcilier avec l'idée de l'Europe. L'Europe est une très belle idée. C'est un succès, c'est un projet de paix depuis le début. Et je veux dire, pour mon pays, on remercie la France parce que ceci existe, que ça puisse être lancé il y a 65 ans, à la fin des années 50. Et nous sommes ici, on peut discuter de tout cela. L'Europe est une merveilleuse idée. Maintenant, il faut franchir les nouvelles étapes parce que c'est l'union des marchés de capitaux, l'union des bancaires, la fragmentation de nos marchés énergétiques. Moi, c'est tellement évident. C'est juste devant nous, finalement. Et maintenant, il faut passer aux étapes prochaines. L'Europe est un continent magnifique, des gens merveilleux, tout ce qu'il faut pour lancer la croissance, créer la richesse pour le bien des gens. Et ça dépend de nous. Nous sommes au volant et nous devons agir. J'ai envie d'adresser Joachim Nigel, parce qu'il faut que just do it, mais à qui il faut le dire? Il faut le dire à vous, il faut le dire aux dirigeants politiques, il faut le dire à la Commission européenne. À qui faut-il le dire? I think when you read our... Je pense que quand on lit une déclaration des politiques monétaires, on ne discute pas des taux, etc. Non, dans nos déclarations, vous pouvez trouver tous les éléments qui sont nécessaires pour y arriver. Et oui, quel est notre rôle? Bon, c'est la stabilité des prix, mais on conseille les politiques. On leur donne des idées, ils sont au volant, c'est évident. Et ils ont la légitimité d'agir, et c'est leur rôle. Mais moi, je sens que, souvent le cas, lorsque vous êtes dans une situation de crise, quand vous sentez la douleur au cou, souvent, ceci vous encourage à bouger. Et je pense que c'est le cas actuellement. On est poussé, les choses bougent, vont dans la bonne direction et j'espère que l'on peut faire en sorte que Mario Draghi soit heureux, vraiment rapidement. Mais pas de vapeur. Passer la parole à Andrew Bailey. Est-ce qu'il faut s'attendre à un monde où il y aura une inflation de plus en plus forte, parce qu'on voit bien qu'il y a des crises géopolitiques successives, ça a des implications sur le coût de l'énergie, ça a des implications sur le coût des matières premières. Est-ce qu'on va vivre dans un monde d'inflation? Nigel, peut-être que vous pouvez répondre, et après Andrew. Sorry. Yeah, sure. No, I mean, the answer is no. La réponse est non. Non. Non, c'est notre boulot de ramener l'inflation à 2%. Il faut qu'on le fasse, justement, à contre-courant du contexte, finalement, avec toutes les crises. Whatever the cost. Oui. À Banque d'Angleterre, c'est qu'on a une cible pour une inflation à 2%. Mais on a une position où dans le cas où on a un choc avec les prix de l'énergie, par exemple, actuellement, notre boulot, c'est de prendre des décisions de façon à ramener l'inflation au taux ciblé. Parce que ces chocs, ils augmentent l'inflation et ils réduisent l'activité. C'est beaucoup plus difficile ce que l'on fait. Moi, je suis très frustré parce que je crois fermement qu'on aurait réussi à avoir l'inflation à 2% il y a un mois s'il n'y avait pas eu ce conflit, finalement, le nouveau conflit. Donc, on est à 2,8 maintenant. Et notre boulot, c'est de le ramener à 2%. On va y arriver de façon la plus sensée. Tout en assurant la stabilité des prix et sans endommager ce que l'on n'a pas besoin d'endommager, tout en arrivant à notre cible. Il faut qu'on prenne les bonnes décisions. Voilà. Et après, Éric Lombard. Est-ce qu'il faut se préparer à vivre dans un monde où il y aura une inflation, notamment induite par les chocs géopolitiques? Oui. Non, oui. Oui, we have to be ready. I believe that... Il faut être prêt, je crois, il faut être prêt. Je pense qu'on va
nous vivons et nous allons continuer à vivre dans un monde de choc géopolitique. Pour le moment, je crois que c'est une bonne façon de prévoir l'avenir. Hein. C'est pas évident que les choses vont revenir à un temps où toutes les choses étaient calmes. Donc il y aura deux types de chocs. Des chocs politiques d'abord, mais également, à mon avis, des chocs de l'offre, par exemple, comme celui de l'énergie. Donc, il faut qu'on garder le cap sur ce sur quoi nous devons, ce que nous devons avoir, c'est 2% d'inflation, prendre les bonnes décisions dans ce contexte pour continuer à assurer la stabilité dont l'économie a besoin. Oui, 4 commentaires rapides. Je ne crois pas au retour de l'inflation. D'abord, effectivement, ça n'est pas souhaitable. Ce n'est pas par l'inflation que nous allons traiter nos problèmes. Et ça n'arrivera pas d'abord parce que les grandes banques centrales du monde sont indépendantes. La Banque centrale européenne, évidemment. Mais nous avons eu de très bonnes nouvelles aux États-Unis sur les décisions récentes de la Cour suprême qui a confirmé les conditions d'indépendance de la Fed qui avaient été contestées par le président Trump. Donc, la Fed va être aussi dans son mandat de stabilité monétaire. Deuxièmement, l'intelligence artificielle, avec l'efficacité opérationnelle que ça va délivrer très rapidement, ne me semble pas être un facteur inflationniste, même si les opérateurs américains vont essayer de monnayer leur position de monopole, mais raison pour laquelle d'ailleurs il faut qu'on ait une IA européenne. Et troisièmement, nous nous habituons, face au choc comme celui du détroit d'Ormuz, à devenir plus indépendants. Et vous avez vu qu'au début de la guerre en Ukraine, il y a eu un énorme choc inflationniste parce qu'on achetait le gaz et aux Russes et dans le Golfe, et que nous nous sommes organisés pour être beaucoup plus autonomes, les énergies renouvelables, le programme nucléaire français, etc. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ça n'arrivera pas. Et le quatrième point, c'est la conclusion que j'avais donné rapidement, mais que je veux rappeler, surtout que notre amie néerlandaise l'a dit également, ce sont donc bien les politiques structurelles qui sont nécessaires pour rétablir nos finances publiques, qui est effectivement un levier indispensable non seulement de croissance, mais je rappelle aussi que la dette, c'est un cadeau empoisonné que nous laissons à nos enfants et que rien que pour cette raison-là, nous devons la traiter. Merci. Joachim Nagel. Joachim Nagel, vous voulez dire quelque chose? Oui, je pense que ça a été très bien dit par l'orateur précédent. Je pense qu'il est assez évident ce qui est nécessaire du niveau budgétaire. Je pense en Allemagne, nous avons fait quelque chose cette année. Nous avons décidé sur un package de réformes, surtout une réforme des pensions. C'est un pas en avant très important pour également consolider un peu et pour augmenter la possibilité de voir des taux de croissance plus élevés. Si c'est le cas, vous avez des taux de retour plus élevés également. Et ça, c'est très utile lorsqu'il s'agit de réduire le déficit budgétaire. Je ne veux pas éviter la question dès le départ. Qu'est-ce que peut faire la politique monétaire? Supposons que la politique monétaire pourrait cibler certains niveaux d'obligations. Quel est le bon niveau qu'il faut cibler ces obligations? Vous vous mettez dans une situation où vous êtes piégé. Et donc, pour une très bonne raison, c'est pour cela que nous faisons notre travail. Et je dois me répéter, c'est le mieux qu'on puisse faire pour aider le côté budgétaire à consolider le budget. Pour compléter la question que j'ai posée à Joachim Nagel, on a vu, là, la Banque centrale européenne a augmenté son taux d'intérêt quelques jours parce qu'il y avait de l'inflation. Juste quelques jours après, il y a eu un accord, il faut mettre beaucoup de guillemets, entre les Américains et l'Iran. Aussitôt, les cours du pétrole ont baissé et l'inflation ensuite a baissé. On voit bien qu'il y a une réactivité à cause de ces crises géopolitiques. Il y a un horizon qui est beaucoup plus court que l'horizon que vous avez, banquiers centraux. Comment peut-on adapter l'un à l'autre? Did you get my question? So again, what we Encore une fois,
ce que nous avons fait en juin, nous n'avions pas d'alternative puisque tous les chiffres et les prévisions que nous avions dans notre réunion de juin nous ont persuadé que même dans le scénario le plus heureux, l'inflation serait trop élevée. Et oui, cette réduction des prix du pétrole nous a étonnés. Donc beaucoup d'experts avec qui j'ai parlé m'ont dit quelque chose de différent, mais nous n'oublions pas que toute la situation est très fluide et volatile. Nous ne savons pas s'il y a vraiment un accord de paix qui va arriver, donc on doit être vigilant, on doit rester ouvert. Tout ce qui peut arriver, on doit garder toutes les options possibles et c'est le mieux qu'on puisse faire dans notre démarche d'une réunion à l'autre pour être très pragmatique. Ensuite, on va pouvoir gérer la situation lors de la prochaine réunion. Nous aurons toutes les données possibles pour prendre les décisions nécessaires. Ici même, avec Patrick Pouyanné, le président de Total. Karine Van Gennep, vous vouliez intervenir sur cette question d'inflation. Oui, merci. As a former politician. En tant qu'ancien femme politique, j'ai confiance en ces trois mecs de livrer le résultat, d'avoir une inflation à 2%. Ça, c'est l'indépendance et la prévisibilité. Nous ne touchons pas les banques centrales indépendantes avec un seul mandat. Ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est le moment d'agir sur nos réformes structurelles, puisque sinon, lors de la prochaine choc d'offres, nous n'allons pas pouvoir survivre. Donc, il s'agit de l'indépendance de l'énergie propre. Il s'agit d'investir dans la défense, fabriquer nos propres batteries au lieu d'utiliser les batteries chinoises. Le troisième point concernant l'Europe, on a déjà entendu, on a tellement de choses qui vont en notre faveur, mais pour que l'Europe puisse vraiment bien fonctionner, j'ai du mal à croire que je le dis en tant que néerlandaise. S'il vous plaît, France, Allemagne, il faut vous rapprocher. On a besoin d'une Allemagne forte, une France forte, mais on a besoin également d'une relation très forte entre vos deux dirigeants. Donc faites tout ce que vous pouvez pour vous rapprocher. Allez, de toute façon-là, vous allez améliorer la situation pour vos deux pays et également pour toute l'Europe. Joachim Nagel. So I do have to say this. Je dois dire que j'ai une très bonne relation avec mon ami Emmanuel Moulin et peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas. On va venir ici. Hein. So in the government. Dans le conseil de gouvernance, nous sommes assis par ordre alphabétique, pas selon le nom de nos pays, puisqu'on est l'un à côté de l'autre. À ma gauche, j'ai mon ami Annie Falbertet, donc c'est une très bonne coalition, je pense. Conclusion très rapide de Jean-Paul en une minute. Et une question encore pour le président de la Bundesbank. On a parlé beaucoup de politique ici, politique française. Il y a de nombreux candidats qui sont là. Hier, il y avait Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui a fait un discours assez offensif. Il y a dans le programme de personnalités qui sont plutôt à l'extrême gauche, à l'extrême droite, le fait que, oui, on a un endettement très important, mais peut-être qu'on peut demander à la Banque centrale européenne de racheter une partie de nos dettes. On ne va pas forcément avoir à rembourser nos dettes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait frémir d'horreur à la Bundesbank, éventuellement, on puisse demander ça à la Banque centrale européenne? Ma réponse est que maintenant, on doit parler de foot. On parle de foot. Je croise mes doigts. Désolé, Andrew. Je croise mes doigts pour l'équipe française. Merci beaucoup. Jean-Paul, un mot de conclusion. Vous avez le droit à une minute, pas plus. Je suis désolé. Oui, alors, bon, c'est pas facile, hein, mais c'est vrai que c'était une tribune enfin, il y avait une majorité de gouverneurs. Et puis, les deux autres intervenants, panélistes, leur ont plutôt donné raison, ont plutôt été dans leur sens. Donc, au fond, l'idée, c'est pas la faute de la politique monétaire, c'est la politique budgétaire qui est en jeu, et c'est elle. Bon, donc, vous êtes aussi... Voilà, très bien. Vous deux, vous êtes aussi d'accord. Donc, bon. Alors, moi, je suis aussi d'accord avec ça. Bon, on ne change rien, quoi, c'est ça? Oui. Okay. Alors, okay. Non, tout de même,
On a parlé de mieux faire comprendre la politique monétaire, mieux communiquer, et c'est vrai que c'est sans doute important. On a parlé aussi de l'horizon, et je pense que c'est également quelque chose d'important. Bien, au fond, ceci, il y a un potentiel d'amélioration. Alors maintenant, la question posée par... Oui, mais juste, la question des 2%, ça c'est quelque chose quand même qui me gêne, parce que pourquoi toutes les banques, quels que soient les pays, tout le monde cherche 2%? Qu'est-ce que c'est que ce chiffre magique des 2%? Quel est le taux optimal d'inflation? Est-ce qu'on est sûr que c'est 2%? Les gens qui ont travaillé... Alors, je termine parce que... Oui, allez-y Jean-Paul, parce qu'il y a Gabriel Maclouf qui veut dire quelque chose et ça y est, on doit rendre l'antenne. Ok, alors bon, l'année prochaine, on parle de 2%. Oui. J'allais dire ça, c'est 2% et on n'a pas 5 heures pour en parler. Oui, d'accord. Ok, merci, on va parler foot avec vous, hein, Joachim Nagel. Merci à tous en tous les cas, merci aux deux budgétaires, si on peut dire, et merci de votre écoute.